Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence. Un vendredi soir avec des gilets jaunes qui peuvent traîner. Il paraît que ça freine quelque chose, mais il ne faudrait pas que ça freine Marx quand même, ça serait désagréable. Bien. Alors, vous savez, la soirée est organisée par les Amis de l'Humanité, donc du journal L'Humanité. Le but de notre association est très simple, c'est la défense du pluralisme de la presse dans ce pays, qui, contrairement à ce que certains pourraient croire, penser, est quand même en danger. Parce que lorsqu'on a 90% à peu près de la presse, notamment écrite, même l'autre, qui est entre les mains de 7 milliardaires, il faut quand même s'inquiéter. Alors on peut toujours parler de la liberté d'expression, mais la liberté d'expression, elle passe surtout par avoir des moyens d'expression. Et ce qui en cause, c'est la démocratie, hein, tout simplement. Voilà, vous ouvrez votre télé et souvent vous avez compris que les débats qu'il y a, c'est un peu toujours entre les mêmes. Ici, dans la dernière période, je pense qu'ils font des efforts. Alors il y a un journal qui s'appelle L'Humanité, qui n'est pas fait comme les autres, c'est son intérêt. Il y en a qui pensent que justement c'est gênant, qu'il ne soit pas fait comme les autres. Mais on pense qu'il faut soutenir ce journal, comme d'autres d'ailleurs. Il n'est pas tout seul à être dans les difficultés. Enfin, on a l'impression que c'est tous les journaux qui disent quelque chose un peu différent de la messe habituelle. Voilà, donc vous pouvez vous y abonner. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'UMA, on peut faire un effort. Il y a des abonnements d'1 mois gratuits. Mais si vous pouvez éviter la gratuité, c'est pas mal. Oui. Voilà. C'est comme la même chose, la liberté de participer financièrement à l'organisation de la soirée. C'est une liberté, mais c'est aussi celle de donner à l'entrée ou à la sortie. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui l'avaient fait, c'est bien. Merci. Donc, ce soir, on a du beau monde. Marx donc est revenu, il va surtout vous expliquer pourquoi. Il y a quand même une raison à ça. On l'a bien choisi, hein. Et donc après on passera aux choses sérieuses parce que là il y a un peu de sérieux mais pas complètement. Et après on a pour le sérieux Jean Quétier donc qui est professeur à l'université de Strasbourg, qui est agrégé de philosophie. Qui est doctorant sur Marx, qui a écrit un bouquin avec Florian Gully, Découvrir Marx. Donc, je pense qu'il y aura un peu de répondants si vous avez des questions. Et puis, Michel va faire autour du petit livre d'Howard Zinn, qui était un autre universitaire, mais américain, celui-là. Il faut avoir du courage pour être marxiste aux États-Unis. Il n'y avait pas Trump encore, ça ne va pas ranger les affaires. Donc de l'université de Boston, il a fait un formidable petit bouquin, parce que lui, on avait marre qu'on s'en prenne à Marx en disant qu'il était mort. C'est pour ça d'ailleurs qu'il l'a fait redescendre sur Terre pour nous expliquer un certain nombre de choses. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai parlé des abonnements, Martial, j'ai parlé de la quête à la sortie, qui a commencé aussi à l'entrée. Mais c'est pareil, je ne veux pas être excessif, mais on peut donner à l'entrée et à la sortie. Si vous pensez que vous n'avez pas donné assez à l'entrée, vous pouvez... Bien, en tout cas, merci à tous. Je vois plein de têtes connues, sympathiques, et peut-être d'autres moins, mais c'est bien d'être là. Moins connues. Qu'est-ce que j'ai dit? Moins connu, moins sympathique, Ah, sympathique. Ah oui. Non, ils sont forcément sympathiques, ceux qui sont là, il n'y a pas de problème. Bien, alors, avec Jean, on va aller s'asseoir, et puis Michel, il se débrouille, il revient sur Terre, il va se débrouiller, vous allez voir ce que ça fait. Bien, alors à tout à l'heure. Alors Jean-Claude m'a donné il y a quelques mois ce texte, il m'a dit ça c'est pour toi. Alors je l'ai répété 99 minutes. Alors je ne vais pas vous imposer 99 minutes, surtout qu'il y a un spécialiste de Marx qui va me succéder. Moi je fais la première partie comme un show à l'américaine. Donc j'ai... suivant les instructions de Jean-Claude, et quand il dit quelque chose, on a intérêt à le suivre, parce que quelquefois, il peut se mettre en colère, de juste colère. Donc voilà,
plus, j'ai pris la tenue adéquate que j'avais achetée d'ailleurs à la fête de l'Humanité. C'est indiqué comme ça dans la mise en scène. Il arrive avec un sac à dos. Elle est tellement gros, celui-là. Le Capital. Le Figaro. Le Figaro. Ouais. Ah. Grâce à Dieu, il y a quelqu'un. Merci à vous d'être venus, tous ces imbéciles qui clament Marx est mort, n'ont donc pas réussi à vous en dissuader. Certes, je suis et je ne suis pas. Pour vous, c'est déjà de la dialectique. Vous vous demandez sans doute comment je suis arrivé ici. Les transports en commun. Je ne m'attendais pas à revenir ici. Je voulais retourner à Sceaux, là où je vivais, à Londres. Mais un cafouillage bureaucratique, et me voilà à Sceaux, mais à New York. Certes, j'ai toujours voulu visiter New York. Pourquoi je suis revenu? Pour laver mon nom. J'ai lu vos journaux. Ils proclament tous que mes idées sont mortes. Mais il n'y a rien là de nouveau. Ces clowns le répètent depuis plus d'un siècle. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi il était nécessaire de me déclarer mort encore et encore? Bon, alors j'en ai eu jusque-là. J'ai demandé le droit de revenir juste pour un moment. Et Zine raconte qu'il a eu le soutien de Socrate, de Nérou, etc. Vous pouvez diffuser l'information. Marx est de retour. Certes pas pour longtemps, mais sachez bien une chose, je ne suis pas marxiste. J'ai dit ça une fois à Piper et il a failli en crever. Il faudra que je vous parle de Piper. Nous vivions à Londres, Jenny, moi et les petites, plus 2 chiens, 3 chats et 2 oiseaux. Autant dire plutôt à l'étroit. Dans un appartement sur Dean Street, pas très loin de là où débouchaient les égouts. On s'était retrouvés à Londres parce que j'avais été expulsé du continent. Expulsé de la Rhénanie, oui, de l'endroit où je suis né. Je suis donc parti à Paris. Les exilés vont-ils jamais ailleurs? Ou pouvez-vous rester assis toute la nuit dans un café à raconter des mensonges sur le révolutionnaire que vous avez été dans votre pays? Si vous devez vivre l'exil, soyez exilé à Paris. Paris fut notre lune de miel. Jenny avait déniché un minuscule appartement dans le quartier latin. Des mois de paradis. Mais de la police allemande à la police parisienne,
on s'était passé le mot. Il semble que la police développe une conscience internationale bien avant les ouvriers. J'ai donc également été expulsé de Paris. Nous sommes allés en Belgique, encore expulsés. Nous sommes enfin arrivés à Londres, où débarquent les réfugiés du monde entier. Les Britanniques sont remarquables pour leur tolérance et insupportables pour la vanité qu'ils en tirent. Un soir, Piper arriva en annonçant la création de la Société marxiste de Londres. Une société marxiste? Ai-je demandé. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, nous nous rencontrons chaque semaine pour discuter d'un de vos écrits. Nous le lisons à haute voix, l'analysant phrase par phrase. C'est pourquoi nous nous sommes intitulés marxistes. Nous croyons profondément et sans réserve à tout ce que vous écrivez. Profondément et sans réserve, ai-je demandé. Oui, nous serions honorés, Herr Dr. Marx. Il m'appelait toujours Herr Dr. Marx. Si vous preniez la parole à la prochaine réunion de la société marxiste. Je ne peux pas faire une chose pareille. Et pourquoi, a-t-il demandé? Parce que je ne suis pas marxiste. Un jour, j'ai dit à Jenny, tu sais ce que je crains le plus? Et elle a répondu que la révolution prolétarienne n'ait jamais lieu. Non, que la révolution ait lieu. Et qu'elle porte au pouvoir des hommes comme Piper, flatteurs quand ils sont dominés, tyranniques et matamores quand ils sont au pouvoir, des dogmatiques. Ils parleront au nom du prolétariat et interpréteront mes idées pour le monde entier. Ils organiseront un nouveau clergé, une nouvelle hiérarchie avec des excommunications et des mises à l'index, des inquisitions et des pelotons d'exécution. Tout cela sera fait au nom du communisme, l'effaçant pour des années de l'idée de liberté, divisant le monde entre des empires communistes et des empires capitalistes. Ils vont bousiller notre rêve merveilleux et il faudra une nouvelle révolution, peut-être 2 ou 3 pour le réparer. C'est de cela que j'ai peur. Existe-t-il quelque chose de plus ennuyeux que de lire de l'économie politique? Oui, écrire de l'économie politique. Rentrer ensuite à la maison par les rues sombres au son des marchands criant les prix de leurs denrées, en écoutant les vétérans de la guerre de Crimée, certains aveugles, d'autres sans jambes, mendiant un penny dans l'air délétère, l'odeur de la pauvreté londonienne, quoi. Pour tenter de minimiser la portée de Das Kapital, mes critiques diront ce qu'ils disent toujours des auteurs radicaux. Oh, il a dû vivre quelque expérience personnelle affreuse. D'accord, si vous voulez insister là-dessus, le chemin du retour à travers Soho alimenta la rage qu'il y a dans Das Kapital. Je vous entends dire, bon, bien sûr, voilà comment c'était à l'époque, il y a un siècle. À l'époque seulement. En venant aujourd'hui, j'ai marché à travers les rues de votre ville, envahies d'ordures, exhalant un air fétide devant des corps d'hommes et de femmes qui dormaient sur les trottoirs, blottis les uns contre les autres pour lutter contre le froid. Et au lieu d'une rengaine fredonnée par un gosse, j'ai entendu une voix
un peu de monnaie, monsieur, pour une tasse de café. Vous appelez ça progrès? Parce que vous avez des voitures à moteur et des téléphones et des machines volantes et 1000 parfums pour sentir bon? Et les gens qui dorment dans la rue. Un rapport officiel. Le produit national brut des États-Unis, ça pourrait être brut, s'élevait l'an dernier à 700 milliards de dollars. Très impressionnant. Vous pouvez me dire où tout ça se trouve? Qui en profite? Et qui n'en profite pas? Moins de 500 personnes contrôlent 2000 milliards de dollars en actifs commerciaux. Ces gens-là, sont-ils plus nobles? Travaillent-ils plus durement? Sont-ils plus précieux pour la société qu'une mère avec 3 enfants à nourrir en hiver sans rien pour payer la note de chauffage? N'ai-je pas dit, voilà 150 ans que le capitalisme allait augmenter la richesse dans des proportions énormes, mais que cette richesse serait concentrée dans des mains de moins en moins nombreuses. Dans le petit appartement de Sceaux, Jenny faisait réchauffer de la soupe et bouillir des pommes de terre. On avait le pain frais de notre ami le boulanger en bas de la rue. On s'asseyait autour de la table pour manger et parler des événements du jour, la lutte de libération de l'Irlande, la dernière guerre du moment, l'imbécilité des dirigeants, une opposition politique se contentant de piaulements et de glapissements, la lâcheté de la presse. Je suppose que les choses sont différentes aujourd'hui. Après le dîner, on débarrassait la table et je travaillais. Un cigare et un verre de bière à portée de main. Car je travaillais jusqu'à 3 ou 4 heures du matin, mes livres empilés d'un côté et les rapports parlementaires de l'autre. Jenny se trouvait à l'autre bout de la table pour retranscrire. J'écrivais si mal qu'elle devait recopier chaque mot. Pouvez-vous imaginer acte plus héroïque? Quand Das Kapital a été publié, on a fêté ça. Mais Engels a dû d'abord nous passer un peu d'argent pour qu'on puisse retirer vaisselle, nappes et serviettes de chez le prêteur. Engels. Un saint. Il n'y a pas d'autre mot. Quand il nous coupait l'eau et le gaz, que la maison était dans le noir et notre morale au plus bas, Engels payait la note. Son père avait des usines à Manchester. Ouais, c'est le capitalisme qui nous a sauvés. Mais Engels ne comprenait pas toujours nos besoins. On n'avait pas d'argent pour manger, et lui pouvait nous envoyer des caisses de vin. Un Noël où on n'avait pas les moyens de s'acheter un arbre de Noël, Engels est arrivé avec 6 bouteilles de champagne. Nous avons donc imaginé un arbre autour duquel nous avons formé un cercle et bu du champagne et chanté des chansons de Noël. O Tannenbaum. Je sais bien ce que mes amis révolutionnaires en penseraient. Max, l'athée, avec un arbre de Noël? Certes, j'ai effectivement décrit la religion comme l'opium du peuple, mais personne n'a jamais tenu compte de tout le passage. Écoutez. La religion est la plainte de la créature oppressée, le cœur de ce monde sans cœur, l'âme des conditions sans âme. C'est l'opium du peuple.
Certes, l'opium n'est pas une solution, mais il peut servir à soulager la souffrance. Ça, la souffrance, je le sais, à cause de mes furoncles. Et le monde n'a-t-il pas lui-même ces terribles éruptions de furoncles? Je n'arrête pas de penser à Jenny. Comment elle a empaqueté tous nos biens et traversé la Manche pour Londres avec nos 2 filles, Jensen et Laura. Et ensuite, comment elle a accouché 3 fois dans notre misérable appartement glacial sur Dean Street. Comment elle a bercé ses bébés. Comment elle a essayé de les réchauffer pour les voir mourir un à un. Guido, il n'avait même pas commencé à marcher. Et Francesca, elle avait 1 an. J'ai dû emprunter 3 livres sterling pour payer son cercueil. Quant à Mouche, lui a vécu 8 ans, mais dès le début, quelque chose clochait. Il avait une bonne tête, mais le reste de son corps n'avait jamais grandi. La nuit de sa mort, on a tous dormi par terre, couchés autour de lui jusqu'au matin. On n'avait pas d'argent, mais les enfants ont quand même besoin de distraction. Une fois, je les ai envoyés en France, sur la côte atlantique, avec l'argent du loyer. Une autre fois, comme les filles aimaient beaucoup la musique, j'ai acheté un piano avec l'argent des courses. Un père n'est pas supposé préférer l'un de ses enfants, mais Éléanore. Il m'arrivait de dire à Jenny, « Éléanore est un enfant étrange. » Et Jenny répondait, « Tu ne croyais quand même pas que les enfants de Karl Marx seraient normaux ?» Éléanore était la plus jeune, la plus brillante. Imaginez une révolutionnaire âgée de 8 ans. C'est l'âge qu'elle avait en 1863. En plus, elle fumait et elle buvait du vin. Mais c'était malgré tout une enfant. Il lui arrivait d'habiller ses poupées en sirotant un verre de vin. À 10 ans, elle jouait avec moi aux échecs. C'était pas facile de la battre. À 15 ans, elle fit une crise contre l'observation du jour du Seigneur. Aucune activité n'était légalement permise le dimanche. Elle organisa donc à St. Mary Hall les soirées dominicales pour le peuple. Fit venir des musiciens pour jouer Handel, Mozart, Beethoven. Salle comble. 2000 personnes. C'était illégal, mais personne ne fut arrêté. Retenez la leçon. Si vous voulez violer la loi, faites-le avec 2000 personnes et Mozart. Elle se disputait avec moi au sujet de mes propres textes. Par exemple, mon essai sur la question juive. Pas facile à comprendre, je l'admets. Bon, eh bien, Éléanore l'a lu et m'a immédiatement provoqué. Pourquoi as-tu érigé les Juifs en représentants du capitalisme? Ils ne sont pas les seuls à être touchés par le virus du commerce et de la cupidité. Je tentais une explication. Je n'ai pas érigé les Juifs en quoi que ce soit. Je les ai utilisés comme exemple frappant. Sa réponse consistait à arborer une étoile juive. « Je suis juive », déclara-t-elle. Que pouvais-je rétorquer? Comme je haussais les épaules, Éléonore m'a lancé « Ah, c'est un geste très juif. » Qu'est-ce qu'elle pouvait être agaçante! Elle se renseignait sur les luttes des Irlandais par le biais de Lizzie Burns, l'amante d'Engels. Lizzie était une ouvrière des filatures qui ne savait pas lire. Engels
parlaient 9 langues. Vous pourriez croire que ça leur était difficile de communiquer. Mais ils s'aimaient. Lizzie militait pour la cause irlandaise. Et quand Toucy lui rendait visite, elles s'asseyaient toutes les deux par terre et buvaient du vin en chantant des chansons irlandaises jusqu'à ce qu'elles s'endorment. Il y a eu une nuit terrible. Cette nuit où le gouvernement britannique a pendu 2 jeunes Irlandais là-bas, en plein saut, au milieu d'une foule d'ivrognes qui applaudissaient. Ces Anglais, si raffinés avec leur thé et leur pendaison publique. J'ai cru comprendre que vous ne pendez plus personne. Vous vous contentez de les gazer, de leur injecter du poison dans les veines, ou d'utiliser l'électricité pour les brûler jusqu'à ce que mort s'ensuive. Beaucoup plus civilisé. Oui, ils ont pendu 2 jeunes Irlandais qui voulaient libérer leur pays de l'Angleterre. Éléanore pleura et pleura encore. Je lui disais, Toucy, tu ne devrais pas te préoccuper si tôt des horreurs de ce monde, tu as 15 ans. Il me répondait, justement, je n'ai plus 13 ans, ni 14. J'ai 15 ans. Oui. Elle avait 15 ans et elle commençait à s'enticher pour un oui ou pour un non de tous les bellâtres qui passaient par notre appartement. Je pourrais dresser une liste. Pour le restant de ses jours, Éléanore fut aussi lucide en politique qu'idiote en amour. Elle tomba follement amoureuse d'un héros de la Commune de Paris, Lissagaray. Bon, au moins, c'était un Français. Jenny essayait toujours de me calmer. Bon, elle pouvait me calmer, moi, mais pas mes furoncles. Avez-vous eu jamais des furoncles? Il n'y a pas de maladie plus odeureuse. Les furoncles m'ont pourri la vie et encouragé certains imbéciles à tout expliquer à cause d'eux. Marx enrage contre le capitalisme à cause de ses furoncles. Quels imbéciles! Ils consentiraient comment avec les révolutionnaires qui n'ont pas de furoncles? Bien sûr, ils trouvent toujours quelque chose. Celui-ci fut battu par son père. Celui-là fut chouchouté par sa mère jusqu'à l'âge de 10 ans. On n'apprit jamais à tel autre à faire sa toilette. Toutes sortes d'explications, sauf la plus évidente. Le capitalisme, par sa nature et ses attaques contre l'esprit humain, engendre la révolte. Certes, on dit que le capitalisme d'aujourd'hui est plus humain que de mon temps. Vraiment? Voilà quelques années, c'était écrit dans le journal. Des patrons ont fermé à double tour les portes d'une usine de poulets en Caroline du Nord, où travaillaient des ouvrières. Pourquoi? Pour faire plus de profit. Il y eut le feu et 25 travailleuses piégées dans l'usine sont mortes brûlées. Je ne pouvais pas dormir jusqu'à ce que je trouve une recette miraculeuse. L'eau. Aussi simple que ça. Des linges trempés dans l'eau froide et dans l'eau chaude. Jenny me les appliquait patiemment, heure après heure. Quand je criais, elle se levait au milieu de la nuit pour m'appliquer ces linges mouillés qui m'apaisaient. Imaginez les rues de Londres en 1858. Les marchands des 4 saisons essayant de vendre des carottes pour quelques pennies. Le rémouleur et son singe, les prostituées, les magiciens, les cracheuses de feu, les camelots vociférant du cornet et les cloches, l'orgue de barbarie, les fanfares, les violoneux, la cornemuse écossaise. Et
toujours un mendiant en train de chanter une ballade irlandaise. C'est ce que je voyais et j'entendais chaque jour en rentrant du British Museum sous l'éclairage au gaz qui venait juste d'être installé avant d'arriver sur Dean Street et d'avancer dans la boue et les eaux usées, pensant au moins pensant aux soins qu'on prenait à paver les rues des quartiers riches. Bon, je suppose qu'il était dans l'ordre des choses que l'auteur du Capital rame dans la merde en rédigeant sa condamnation du système capitaliste. Génie n'était pas du tout complaisante quand je me plaignais de patauger dans la boue au milieu de la rue. Elle disait « C'est ce que je ressens en lisant Das Kapital ». Elle fut toujours, oui, ma critique la plus sévère, impitoyable, honnête, pourriez-vous dire. Mais y a-t-il quelque chose de plus infamant qu'une critique honnête? Le livre lui posait problème, oui, Das Kapital. Et elle avait peur que j'ennuie les gens dès le début avec mon exposé sur la marchandise, la valeur d'usage et la valeur d'échange. Elle disait que le livre était trop long, trop détaillé. Elle utilisait le mot pesant. Vous imaginez. Elle m'a rappelé que ce qu'avait dit notre ami syndicaliste Peter Fox quand je lui ai offert ce livre. Je me sens un peu comme quelqu'un à qui on vient d'offrir un éléphant. Et pour Génie, c'était un éléphant. J'essayais de lui expliquer qu'il s'agissait d'autre chose que le manifeste communiste qui était, lui, destiné au grand public, que c'était une analyse, que ce soit une analyse très bien, mais alors qu'elle hurle, comme le manifeste, un spectre entre l'Europe, le spectre du communisme, voilà qui accroche le lecteur. Un spectre entre l'Europe. Puis elle me lisait les premiers mots du Capital pour me tourmenter, bien sûr. La richesse des sociétés où prévaut le mode de production capitaliste se présente comme une immense accumulation de marchandises. Je disais, ça va endormir le lecteur. Je vous demande, est-ce à ce point ennuyeux? Oh, peut-être que c'est un petit peu ennuyeux. Je voulais bien l'accorder à Génie, mais elle rétorquait, ça n'existe pas quelque chose qui soit seulement un petit peu ennuyeux. Ne me prenez pas, Génie considérait vraiment Das Kapital comme une analyse profonde. Ce livre montrait comment l'apparition du système capitaliste était un processus nécessaire à un certain stade de l'histoire, qui devait entraîner une croissance colossale des forces productrices et une augmentation sans précédent de la richesse du monde. Et ensuite, comment il ne pouvait que par sa nature même que répartir cette richesse de telle manière qu'elle détruise l'humanité, non seulement du prolétaire, mais aussi du capitaliste. Et comment il devait toujours, de par sa nature, finir par creuser sa tombe et ouvrir la voie à un système plus humain. Mais Génie demandait toujours, touchons-nous ce que nous devons toucher? Un jour, elle m'a dit, sais-tu pourquoi les censeurs ont autorisé sa publication? Parce qu'ils n'y ont rien compris et qu'ils étaient certains que personne n'y comprendrait rien. Sa sensibilité personnelle.
Génie passait alors par une période abominable. Et je suppose que c'était de ma faute. Mais je ne savais comment atténuer son angoisse. Vous devez comprendre. Génie et moi, on est tombés amoureux quand j'avais 17 ans et elle 19. Elle était magnifique. Les cheveux auburn, les yeux noirs. Pour une raison ou pour une autre, sa famille s'était prise de sympathie pour moi. C'était des aristocrates. Les aristocrates sont toujours impressionnés par les intellectuels. Le père de Génie et moi avions de grandes discussions sur la philosophie grecque. Je fais ma thèse de doctorat sur Démocrite et Héraclite. Et je commençais tout juste à réaliser que les philosophes s'étaient toujours contentés jusqu'alors d'interpréter le monde quand il s'agissait de le changer. Lorsque j'ai été expulsé d'Allemagne, Génie m'a suivi à Paris. Nous nous sommes mariés, où elle a eu Jennifer et Laura. On était heureux à Paris, on vivait de rien, on retrouvait nos amis dans les cafés, eux aussi vivaient de rien. Quelle équipe on faisait! Bakounine, l'énorme, l'anarchiste hirsute, Engels, athée raffiné, Heine, le poète vertueux, ah oui, Stirner, complètement inadapté, et Proudhon qui disait la propriété c'est le vol, mais qui en voulait sa part. Être pauvre à Paris est une chose, être pauvre à Londres, à l'autre, en est une autre. Je n'y croyais en mes idées, mais elle ne supportait pas ce qu'elle considérait comme de la prétention académique. « Reviens sur terre, Herr Doctor !» me lançait-elle. Elle voulait que j'expose la théorie de la valeur ajoutée de telle manière que des ouvriers puissent la comprendre. Je lui disais, mais personne ne peut la comprendre sans avoir d'abord compris la théorie de la valeur travail. Et comment la force de travail est une marchandise particulière dont la valeur est déterminée par le coût des moyens de subsistance et qui est pourtant la source de la valeur de toutes les autres marchandises, une valeur qui est toujours supérieure à la valeur de la force de travail. Elle hochait la tête. Non, ça ne marchera pas. Tout ce que tu as à dire, c'est votre employeur vous donne en salaire le strict minimum, juste assez pour vous permettre de survivre et travailler. Mais il gagne sur votre travail bien plus que ce qu'il vous paye. Et ainsi, il devient de plus en plus riche pendant que vous restez pauvre. D'accord. Admettons que pas plus de 100 personnes dans l'histoire de l'humanité aient jamais compris ma théorie de la plus-value. Mais elle n'en est pas moins exacte! Pas plus tard que la semaine dernière, je lisais le rapport du département américain du travail. Tout y est. Vos travailleurs produisent de plus en plus de biens et sont de moins en moins bien payés. Résultat, exactement ce que j'avais prévu. 1% des Américains les plus riches possèdent désormais 40% des richesses du pays. Et ça se passe dans le pays qui fournit le grand modèle du monde capitaliste. Le pays qui non seulement a détroussé son propre peuple, mais pompé la richesse du reste du globe. Génie essayait toujours de simplifier des idées qui étaient par nature complexes. Elle m'accusait d'être d'abord un érudit et ensuite seulement un révolutionnaire. Oublie tes lecteurs intellectuels. Adresse-toi aux ouvriers. Elle m'encouragea à cesser de tergiverser et à m'impliquer dans la cause des travailleurs londoniens. Elle m'accompagna quand
je fus invité à intervenir pour la première réunion de l'Association internationale des travailleurs. C'était en l'automne 1864. 2000 personnes étaient entassées dans Sainte-Marie-Hausse. Les travailleurs de tous les pays doivent s'unir contre les politiques étrangères qui sont criminelles, qui jouent avec les préjugés nationaux, qui dilapident dans les guerres le sang des peuples et les richesses du monde. Nous devons nous associer sans souci de frontières nationales pour faire valoir la simple loi de la morale et de la justice dans les affaires internationales. Travailleurs de tous les pays, unissez-vous. Elle s'occupait de la maison avec l'eau coupée, avec le gaz coupé, mais elle ne se lassait jamais de la question de l'émancipation des femmes. Elle disait que la vitalité des femmes avait souffert du fait qu'elles soient cantonnées à la maison, à raccommoder les chaussettes et à cuisiner. Elle refusait donc de rester à la maison. Ils prétendent que du fait de l'effondrement de l'Union soviétique, le communisme est mort. Ces imbéciles savent-ils seulement ce qu'est le communisme? Pense-t-il qu'un système mené par une brute qui assassine ses compagnons de révolution est communiste? Scheißkopf! Tête de con. Et ce sont les journalistes et des politiciens qui racontent ce genre de salade. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire comme étude? Ont-ils jamais lu le manifeste qu'Engels et moi avons écrit quand il avait 28 ans et moi 30? Au lieu et place de l'ancienne société bourgeoise, avec ses classes et ses antagonismes de classe, nous devons avoir une association dans laquelle le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous. Vous entendez ça? Une association. Comprennent-ils le but du communisme? La liberté individuelle. Que chacun puisse devenir un être humain plein de compassion. Pensez-vous que quelqu'un qui se prétend communiste ou socialiste, mais se comporte comme un gangster, comprenne quoi que ce soit au communisme? Abattre tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, est-ce possible que ce soit ça le communisme pour lequel j'ai donné ma vie? Ce monstre qui s'est emparé de tout le pouvoir en Russie et qui a tout fait pour interpréter mes idées comme un fanatique religieux. Est-ce qu'il a permis à ses concitoyens, alors qu'il collait ses vieux camarades au peloton d'exécution, de lire la lettre que j'avais écrite au New York Times et dans laquelle je disais que la peine de mort ne pouvait être justifiée dans aucune société se disant civilisée? Le socialisme n'est pas censé reproduire les erreurs du capitalisme. Savez-vous ce qu'Engels et moi avons écrit sur les prisons? Plutôt que de punir les individus pour leurs crimes, on devrait éliminer les conditions sociales qui engendrent le crime et fournir à chaque individu tout ce dont il a besoin dans une société pour développer sa propre vie. D'accord? Nous avons parlé de dictature du prolétariat, mais ni de dictature du parti, ni de dictature du comité central, ni de dictature d'un seul homme. Nous avons parlé d'une dictature provisoire de la classe ouvrière. Le peuple prendrait la tête de l'État et gouvernerait dans l'intérêt de tous.
jusqu'à ce que l'État lui-même devienne inutile et disparaisse progressivement. Bakounine, bien sûr, n'était pas d'accord. Il disait qu'un État, même un État ouvrier, s'il dispose d'une armée, d'une police et de prison, deviendra une tyrannie. Il adorait se disputer avec moi. Je vous passe les disputes entre Bakounine et Marx. La tête de Bakounine était pleine de foutaises anarchistes, du romantisme, du non-sens utopique. Je voulais l'exclure de l'international, mais Jenny trouvait ça ridicule. Pourquoi tout groupe révolutionnaire qui dépasse 6 membres doit-il toujours en menacer un d'exclusion? C'était les temps glorieux de l'hiver 1871. Quand la Commune avait pris le pouvoir à Paris. Oui, la Commune de Paris. Bakounine avait sauté dans cette révolution en pieds joints. Les Français l'avaient très bien compris. Ils avaient un adage. Le premier jour de la Révolution, Bakounine est un trésor. Le second, il faut l'abattre. Connaissez-vous cet épisode merveilleux de l'histoire de l'humanité, la Commune de Paris? L'histoire a commencé bêtement. Je parle de Napoléon III, bien sûr. Oui, le neveu de Bonaparte. C'était un bouffon, un histrion qui souriait à la foule pendant que 16 millions de paysans vivaient dans des taudis sordides, leurs enfants mourant de faim. Mais pire, parce qu'il avait maintenu le corps législatif, parce que les gens votaient, on était supposé vivre en démocratie. Une erreur très répandue. Napoléon III voulait la gloire. Aussi a-t-il commis l'erreur d'attaquer les armées de Bismarck. Il fut rapidement défait, après quoi les troupes allemandes victorieuses entrèrent dans Paris, où elles furent accueillies par quelque chose de plus dévastateur que les fusils. Le silence. Ils trouvèrent les statues de Paris drapées de noir et une résistance immense, invisible, silencieuse. Alors, ils ont fait ce qu'ils avaient de mieux à faire. Ils ont défilé sous l'arc de triomphe et s'en sont rapidement retournés. Retour du vieux système français, la République, et retour des libéraux comme ils s'étaient appelés eux-mêmes. Ils n'ont pas osé entrer dans Paris. Ils tremblaient parce que les Allemands partis, Paris était désormais aux mains des ouvriers, des bonnes, des employés de bureau, des intellectuels, les citoyens en armes. Le peuple de Paris ne forma pas un gouvernement, mais quelque chose de plus glorieux, de quelque chose dont tous les gouvernements ont peur. Une commune. L'énergie collective du peuple, c'était la commune de Paris. Les gens étaient réunis 24 heures sur 24 dans toute la ville, par groupe de 3 ou 4, prenaient des décisions ensemble pendant que la ville était encerclée par les armées françaises, menaçant de les envahir à tout moment. Paris devint la première ville libre du monde, la première enclave de liberté dans un monde de tyrannie. J'expliquais à Bakounine. Tu veux savoir ce que j'entends par dictature du prolétariat? Regarde la Commune de Paris. Voilà la véritable démocratie. Pas les démocraties anglaises ou américaines, où les élections ne sont que du cirque, où les gens votent pour l'un ou l'autre gardien de l'ordre établi, et où, quel que soit le candidat qui gagne, les riches continuent de diriger le pays. La Commune de Paris. Elle ne vécut que quelques mois, mais elle fut la première assemblée législative de l'histoire à représenter les pauvres. Ces lois étaient faites pour eux. Elle annula leurs dettes, ajourna leurs loyers, obligea le mont-de-piété à rendre les biens dont ils avaient le plus besoin. Ses membres refusèrent des salaires supérieurs à ceux des ouvriers. Ils réduisirent les horaires des boulangers. Et ils réfléchirent aux moyens de rendre les théâtres gratuits.
Le grand Courbet lui-même, dont les peintures avaient stupéfait toute l'Europe, présidait la Fédération des artistes. Ils rouvrirent les musées, ils mirent sur pied une commission pour l'éducation des femmes, ce qui était une chose sans précédent. Une éducation pour les femmes. Ils mirent à profit les dernières découvertes scientifiques. Par exemple, ils utilisèrent une montgolfière pour survoler les alentours de Paris et lâcher des tracts à l'intention des paysans avec ce simple et puissant message. Un message qui devrait être envoyé aux prolétaires de tous les pays du monde. Nous avons les mêmes intérêts. La commune assigna pour tâche à l'école d'enseigner aux enfants à aimer et à respecter semblable. J'ai lu vos derniers débats sur l'éducation. Quel non-sens! Vous enseignez tout ce qui est nécessaire pour réussir dans le monde capitaliste. Mais apprenez-vous aux jeunes à se battre pour la justice. Les communards en avaient compris l'importance. Ils n'enseignaient pas leurs mots, mais les actes. Ils ont détruit la guillotine, cet instrument de la tyrannie, y compris de la tyrannie révolutionnaire. Voilà, c'était ça, la commune de Paris. Les rues étaient toujours pleines, les discussions se tenaient partout, les gens partageaient leurs biens, ils semblaient sourire plus souvent. La gentillesse régnait, les rues étaient sûres, sans police d'aucune sorte. Voilà, ça, c'était le socialisme. Bien entendu, cet exemple, l'exemple de la commune, ne pouvait être toléré. Alors les armées de la République entrèrent dans Paris et commencèrent leur carnage. Les meneurs de la commune furent amenés au Père-Lachaise, collés au mur et exécutés. Au total, il y eut 30 000 victimes. La commune fut écrasée par des chacals et des pourceaux. Mais ce fut la réalisation la plus éclatante de notre époque. Il ne pouvait permettre que la commune vive. La commune était dangereuse, un trop bel exemple pour le reste du monde. Alors, ils l'ont noyé dans le sang. Mais ça arrive encore, n'est-ce pas, chaque fois que dans un coin du monde, l'ordre ancien est renversé et que les gens commencent à expérimenter une nouvelle façon de vivre, des gens vierges de toute idéologie, simplement révoltés contre leur existence. Ça, ils ne peuvent pas le tolérer. Alors, ils se remettent à l'ouvrage. Vous savez qui j'entends quand je dis « ils », parfois insidieusement, secrètement, parfois franchement, violemment, pour détruire tout cela. Donc, il continue de dire « le capitalisme a triomphé ». Triomphé? Et en quoi? Parce que les marchés ont grimpé jusqu'au ciel et que les actionnaires sont encore plus riches qu'avant? Triomphé? Quand un quart des enfants américains vit dans la pauvreté, quand 40 000 d'entre eux meurent chaque année avant leur premier anniversaire. Vous réalisez des miracles de technologie, vous avez envoyé des hommes dans la stratosphère, mais que deviennent ceux que vous laissez sur Terre? Pourquoi sont-ils aussi terrorisés? Pourquoi se tournent-ils vers la drogue, vers l'alcool? Pourquoi deviennent-ils fous furieux? Et se transforment-ils en tueurs? Et oui, c'est dans le journal. Vos politiciens sont bouffés d'orgueil. Le monde va désormais aller dans le sens du système de libre entreprise. Tout le monde est-il devenu stupide? Ne connaissent-ils pas l'histoire du système de libre entreprise? Quand le gouvernement ne faisait rien pour le peuple et tout pour les riches, quand le gouvernement américain donnait une 50aine de millions d'hectares de terres libres au chemin de fer, mais regardez ailleurs,
lorsque les immigrants chinois et irlandais travaillaient 20 heures par jour sur ces chemins de fer, mourant de chaud ou de froid. Et quand les travailleurs se sont révoltés ou se sont mis en grève, le gouvernement a envoyé l'armée pour les soumettre par la force. Pourquoi diable, si j'ai écrit Das Kapital, si ce n'est parce que je voyais la misère du capitalisme, du système, de la libre entreprise. En Angleterre, les petits-enfants étaient mis au travail dans les filatures parce que leurs petits doigts pouvaient manipuler les fuseaux. Ah oui, j'ai vu des luxueuses publicités dans vos magazines et sur vos écrans. Oui, tous ces écrans avec toutes ces images. Vous voyez tant de choses. Et vous en savez si peu. Personne ne lit-il l'histoire? Quel genre de merde enseigne-t-on dans les écoles par les temps qui courent? Julie me manque. Mes filles me manquent. L'anniversaire de la guerre du Golfe. Une victoire rapide et douce. Ah oui, je connais ces guerres rapides et douces qui laissent des milliers de corps sur les champs de bataille et des enfants mourant faute de nourriture ou de médicaments. En Europe, en Afrique, en Palestine, un peuple en assassine un autre par-dessus leurs frontières. N'avez-vous pas entendu ce que je disais voilà 150 ans? Effacer ces frontières nationales ridicules, plus de passeports, de visas, de gardes-frontières, ni de quotas d'immigration, plus de drapeaux, ni de serments d'allégeance à ces entités artificielles appelées nations. Travailleurs du monde entier, unissez-vous! Je confesse, je n'ai pas compté avec la formidable capacité du capitalisme à survivre. Je n'imaginais pas qu'il existait des médicaments pour maintenir en vie un système malade. La guerre, pour soutenir l'industrie, pour rendre les gens tellement fous de patriotisme qu'ils en oublient leur misère. Les fanatiques religieux, pour promettre aux masses que Jésus va revenir. Je connais Jésus. Il n'est pas prêt de revenir. Oh, ne vous moquez pas. C'est déjà arrivé. Tous les systèmes actuels veulent changer. Oui, c'est déjà arrivé. Et ça peut se reproduire à une bien plus grande échelle. Alors ceux qui dirigent la société, malgré toute leur richesse, malgré toutes leurs armées, ne pourront rien empêcher. Leurs serviteurs refuseront de les servir. Leurs soldats désobéiront aux ordres. Oui, le capitalisme a accompli des miracles inégalés dans l'histoire, des prodiges de science et de technologie, mais il creuse sa propre tombe, son insatiable appétit de profit. Encore engendre un monde de chaos. Il transforme tout, l'art, la littérature, la musique, la beauté elle-même, en marchandises à vendre et à acheter. Il transforme les êtres humains en marchandises. Pas seulement les travailleurs à la chaîne, mais aussi les musiciens, les scientifiques, les juristes, les poètes, les artistes. Tous doivent se vendre pour survivre. Alors, que se passera-t-il quand tous ces gens réaliseront qu'ils sont tous des travailleurs, qu'ils ont tous un ennemi commun? Ils s'uniront afin de se réaliser pleinement. Et pas seulement au sein de leur propre pays, parce que le capitalisme a besoin d'un marché mondial. Son slogan, c'est « Le marché libre !» parce qu'il en a besoin pour circuler librement sur tout le vin et faire de plus de profit, encore. Mais en faisant ça, il crée involontairement une culture mondiale. Les gens franchissent les frontières comme jamais auparavant dans l'histoire. Les idées
traverse les frontières, quelque chose de nouveau est bien forcé de naître de tout ça. Quand j'étais à Paris avec Génie en 1843, j'avais 25 ans, et j'écrivais que dans le nouveau système industriel, les gens sont étrangers à leur travail parce qu'il leur déplaît. Ils sont rendus étrangers à la nature à mesure que les machines, la fumée, les odeurs et le bruit envahissent leurs sens. On appelle ça le progrès. Ils sont étrangers les uns aux autres parce qu'ils sont tous dressés les uns contre les autres, se marchant dessus pour survivre. Et ils sont étrangers à eux-mêmes, vivant des vies qui ne sont pas les leurs, vivant comme ils ne veulent vraiment pas vivre, de telle manière que la vraie vie n'est possible qu'en rêve, en fantasme. Mais les gens doivent se bouger le cul. Ça vous semble trop radical? Rappelez-vous, être radical n'est rien d'autre qu'empoigner les problèmes à la racine. Et la racine, c'est nous. J'ai une suggestion. Imaginez que vous ayez des furoncles, que rester le cul posé sur un siège vous cause de tant de souffrance que vous deviez vous lever. Alors vous devez bouger, vous devez agir. Ne parlons plus de capitalisme, de socialisme. Parlons simplement de l'utilisation des richesses incroyables de la Terre par les êtres humains. Procurer aux gens ce dont ils ont besoin. La nourriture, les médicaments, l'air pur, de l'eau pure, des arbres et de l'herbe, une maison où il fait bon vivre, quelques heures de travail et davantage d'heures de loisirs. Ne demandez pas qui le mérite. Tout être humain le mérite. Bon, il est le temps d'y aller. Êtes-vous contrarié par mon retour? Êtes-vous agacé? Dites-vous que c'est le retour du Messie? Le Christ ne pouvait pas. Alors Marx est venu. Le texte est encore... Il y a le double dans le texte de choses que j'ai... On va, À vous. il faut saluer la prestation, il faut quand même le faire. Hein. C'est 50 minutes tout seul. Et puis c'est pas n'importe quel personnage. Donc la prestation de la performance même de Michel. Alors on le connaît Michel, on sait qu'il est capable de beaucoup de choses, mais là il faut quand même le faire. Bien, et sur un texte. Donc, ce coup-là, du coup, on ne s'est pas trompé. On se trompe souvent, nous, mais ce coup-là, on ne s'est pas trompé, c'est bien. Alors, on va pouvoir passer au débat avec Jean. Soit il nous dit un mot, soit si tu veux réagir sur la pièce, soit il y a évidemment plein de choses pour un philosophe et même un peu d'économie derrière. Moi, j'ai noté pour un philosophe, par exemple, ça on le dit souvent, Marx qui a dit « je ne suis plus marxiste ». Ce qui est, dis-moi pas le contraire parce que ça va être embêtant, ce qui est tout à fait marxiste, enfin je pense, mais bon, l'a-t-il dit? Il semblerait que oui, je sais pas, tu vas nous le dire. Il y a aussi cette phrase, le libre développement de chacun, la condition du libre développement de la société. Alors quand on pose ça d'un côté, on a dû oublier des choses en cours de route, hein, et puis de l'autre côté quand même, on l'a accusé d'avoir fabriqué les régimes qu'on a connus de dictature, la dictature du prolétariat,
Il y en a qui ont fait le lien direct, dictature du prolétariat, dictature Staline, etc. Voilà, est-ce que là-dedans, il y a des choses qui ont été oubliées? Et puis, peut-être troisième question, ce brave homme, quand même, il a près de 200 ans, enfin pas loin. Tout juste. Tout juste, donc c'est quand même loin, c'est quand même vieux, peut-être quand même qu'il est mort. Mais voilà, en quoi aujourd'hui, près de 200 ans après, ce gars-là ne serait pas mort quand même. Voilà. Il nous parle encore. Est-ce qu'il vit? Est-ce que ça représente toujours un espoir derrière ce qu'il a dit, écrit, développé? Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces questions. Puis d'abord, bravo effectivement pour la magnifique performance. Alors je vais essayer de ne pas faire trop long parce que tu m'as déjà donné la bonne matière, disons, à discussion. Mais pour qu'on puisse après échanger, je vais essayer de répondre un peu de manière synthétique à ces différentes questions. Je vais prendre dans l'ordre. Alors effectivement, il y a cette phrase « je ne suis pas marxiste », qui est une phrase d'ailleurs qu'il a dite en français. Parce que c'est les rapports de Marx avec les militants socialistes et communistes français sont très particuliers pour tout un tas de raisons. Parmi ces raisons-là, des choses qu'on a pu entendre dans la pièce, le fait que toutes ces filles ont eu un lien. Alors deux se sont mariées, puis Eleanor s'est pas mariée finalement, mais ont eu des relations avec des différents militants français. Je ne suis pas marxiste. Alors effectivement, je dirais qu'il y a deux façons de l'interpréter. Moi, je suis plutôt d'accord avec la manière dont toi tu le lis, c'est-à-dire que c'est finalement un énoncé qu'on pourrait dire marxiste de tenir ce type de propos. Je ne vois pas de toute façon Marx dire lui-même « je suis marxiste », ce serait assez prétentieux déjà pour commencer. Je pense que dans finalement la pièce de Howard Zinn, on voit assez bien ce qui est peut-être visé derrière ce type de formule un peu raccourcie. C'est marxiste au sens dogmatique, simplificateur, qui réduirait la complexité d'une pensée à quelques formules un peu figées. Voilà, ça c'est évident. Après, disons qu'il y a un débat aujourd'hui, et je pense que là, c'est peut-être l'objet d'une discussion aussi ouverte. Je sais qu'il y a des gens aujourd'hui qui se réclament de la pensée de Marx, qui disent qu'il vaut mieux abandonner ce terme marxiste parce que précisément, il fait trop sens, après tout ce qu'on a pu connaître au cours du XXe siècle, il va trop en direction, disons, d'une vision ossifiée et simplificatrice de la pensée de Marx. Il y a une autre manière de le faire. Je pense qu'il ne faut pas fétichiser après les termes. Ça, c'est plutôt l'essentiel, c'est plutôt ce qu'on met derrière. Moi, personnellement, je pense qu'un marxisme critique qui ne soit précisément pas dogmatique est tout à fait possible. Le mot marxisme me semble intéressant malgré tout pour une raison simple, c'est que il ne faut pas non plus mettre la pensée de Marx dans une forme de tour d'ivoire, comme quelque chose qui relèverait de la théorie pure, qui n'aurait pas de lien avec la pratique réelle du mouvement ouvrier, de ses organisations. Ça ne veut pas dire qu'il faut voilà, je pense ça ne veut pas dire qu'il faut tomber dans la simplification, mais je pense que la question de l'inscription dans une pratique qui la sort justement du domaine de la théorie pure, c'est une question qui est quand même posée par le terme marxisme aujourd'hui. Mais ça, je pense qu'on peut en discuter ensemble. Alors, c'est la première chose. Alors ensuite, il y a cette question du libre développement de chacun, qui est la condition du libre développement de tous. Ça, c'est un bon exemple, hein, d'une certaine manière. C'est une anecdote que raconte, par exemple, quelqu'un comme Lucien Sèvres. Il en a parlé dans plusieurs de ses livres. Il dit il y avait une habitude parfois en République démocratique allemande qui était de lire la phrase à l'envers. Le libre développement de tous et la condition du libre développement de chacun. Si on lit la phrase dans le bon sens, évidemment, les choses changent. Je dirais que ce qui est intéressant peut-être, qui est à mon avis assez bien mis en avant dans la pièce de Howard Zinn, c'est l'idée
selon laquelle le communisme, ça n'est pas une sorte d'horizon vers une communauté qui serait complètement englobante, au mauvais sens du terme, c'est-à-dire que l'individu serait broyé, nié. C'est, en un certain sens, la forme de société, en tout cas c'est pensé comme telle, la forme de société qui devrait rendre possible un développement de l'individualité, non pas de l'individualisme, de l'individualité, ce qui n'est pas la même chose, à un niveau encore bien plus important et beaucoup plus riche, finalement, que la société capitaliste libérale qui prétend être la société qui rend possible le libre développement de l'individu. Et ça, évidemment, c'est quelque chose d'assez novateur et qui, je dirais, bat en brèche un certain nombre d'idées reçues qu'on peut avoir précisément sur le communisme. Cette idée d'idées reçues, parce que la pièce de Zine est une pièce qui casse les idées reçues. Je dirais que l'autre terme, c'est celui effectivement de dictature du prolétariat. Alors c'est une histoire compliquée ce terme, parce qu'évidemment, c'est un terme problématique, et je dirais qu'aujourd'hui, ce n'est pas un terme, à mon sens, qu'on peut reprendre à notre compte. Et je plaiderais pas, disons, et je pense que c'est ça aussi, avoir un marxisme, enfin, avoir une vision du marxisme qui soit une vision critique et qui ne soit pas justement une vision qui plaque des schémas sans les questionner. Quel est le sens du terme dictature du prolétariat? Alors, il faut bien avoir en tête une chose, c'est que le terme de dictature, au XIXe siècle, n'a pas le même sens qu'au XXe siècle. Il y a un changement de sens du terme de dictature au cours du XXe siècle. Ça a été bien montré par des gens qui ont travaillé vraiment spécifiquement sur les concepts de Marx, sur la question de la dictature du prolétariat. Il y a quelqu'un qui s'appelle Al Draper, qui a vraiment une étude très minutieuse sur ce concept, la manière dont Marx utilise. La référence à la dictature est pensée chez Marx et encore assez largement jusqu'au début du XXe siècle comme une référence à l'Antiquité plutôt. C'est-à-dire que c'est plutôt une référence à l'histoire romaine. Et c'était la dictature était une des institutions dans l'histoire romaine, qui était une institution provisoire. Une des figures, c'était la figure de Cincinnatus, qui était celui qui avait accepté d'exercer la dictature comme une magistrature provisoire, très, très réglementée, contrôlée, pas du tout quelque chose de ce type-là. Cincinnatus était connu parce qu'il avait, disons, exercé la dictature pendant quelques jours, et puis il était retourné cultiver son champ après, enfin, bon, une histoire comme ça. Et donc, Marx, qui était quelqu'un qui était très marqué par la culture classique, avait cette image-là, disons, en tête. C'est pour ça que dictature, en fait, n'est pas pensée chez Marx comme une sorte sur une ligne d'opposition, comme on le fait aujourd'hui, avec démocratie. Alors évidemment, aujourd'hui c'est le cas, mais à l'époque, le contraire de la démocratie, c'est pas la dictature. Les termes qu'on utilise, c'est plutôt despotisme, tyrannie, c'est dans toute la philosophie politique, c'est pas du tout propre à Marx. Toute la philosophie politique, prenez 17e, 18e, 19e siècle, le terme qui est vraiment le terme repoussoir, c'est le terme de despotisme, le terme de tyrannie. Alors, c'est le paradoxe, finalement, et c'est ce qui va permettre, même, on trouve encore jusqu'au début du XXe siècle, des expressions qui peuvent paraître, à nos yeux, en début disons de XXIe siècle, comme très surprenantes, comme dictature démocratique du prolétariat. Alors on se dit, mais c'est pas possible, comment une dictature peut-elle être démocratique? Eh bien, c'est à mon avis aussi parce que, pour Marx, le terme de dictature du prolétariat ne désigne pas une forme de régime. Ça désigne plutôt le contenu d'une politique de classe. Et c'est pour ça que dans certains textes, il peut parler, par exemple, quand il parle de la Deuxième République en France, sur certaines phases de la Deuxième République, ça on le voit dans des textes comme le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, les luttes de classe en France, il dit, là, à ce moment-là, c'est la dictature de la bourgeoisie. Pourtant, c'est encore la République parlementaire, c'est pas ce qu'on appellerait aujourd'hui une dictature, et encore moins un régime totalitaire, pour reprendre un terme qui a beaucoup été utilisé pour décrire un certain nombre de régimes au cours du XXe siècle.
Donc voilà, là encore, je pense que la pièce de Zinn peut être intéressante pour questionner ce genre de choses. Alors, je crois que tu m'avais encore posé une autre question. J'ai perdu le fil. Rappelle-moi, la troisième, je ne l'ai pas écrite, mais je pense que c'est pourquoi Marx, en fait, il n'est pas mort. C'était la question de l'actualité. Alors, bon, ça c'est une question très large, je dirais, et peut-être que dans le cours de la discussion, on pourra l'approfondir peut-être sur certains points particuliers. Mais ce qui est la grande question, effectivement, en 2018, on est vraiment l'année du bicentenaire. Marx est né le 5 mai 1818. Donc il y a eu beaucoup de choses autour de Marx cette année. Et la principale... comment dire, le risque peut-être de ce genre de commémoration, c'est de le mettre un peu dans le formol finalement, et de dire bah, c'est très bien, mais c'est quelque chose qui relève du passé, qui est vraiment très inscrit dans le 19e siècle. Et puis bon, le monde a changé, l'histoire est passée par là, et on vit dans une autre société. Et ça a été un reproche finalement assez courant, surtout à la fin du XXe siècle, qui était de dire bah, on est entré finalement dans une autre phase avec des problématiques différentes, ou alors on serait entré, ça a été un thème beaucoup dans les années 90, après la chute du mur de Berlin, le thème de la fin de l'histoire, l'idée que les démocraties libérales, capitalistes seraient finalement marquer la fin de l'histoire, et que du coup ces perspectives-là seraient périmées finalement. Alors je pense qu'il y a plusieurs arguments qui peuvent mettre en avant la question de l'actualité de Marx aujourd'hui. Il y a évidemment, le plus évident, depuis la crise financière de 2008, c'est les contradictions du capitalisme. C'est pas parce que Marx parle du capitalisme du 19e siècle qu'il ne parle que du capitalisme du 19e siècle. Justement, ce qu'il essaye de faire, c'est de penser le capitalisme comme un mode de production. Et donc à partir de rapports qui sont des rapports d'exploitation, il y a à un moment donné question dans la pièce de ce qu'on appelle la plus-value, on pourra y revenir si vous voulez, mais ça permet de donner par-delà les différents capitalismes nationaux à telle ou telle période de l'histoire, de donner un cadre théorique qui, à mon sens, reste pour une bonne part valable, disons, dans le capitalisme que nous connaissons, qui prend d'autres formes, qui met en place d'autres logiques d'exploitation, qui sont nouvelles, qui n'existaient pas du temps de Marx, mais avec un moteur principal qui reste, à mon avis, le même. Deuxième chose, peut-être la question, finalement, des classes sociales. Ça a été aussi des classes sociales et de la lutte des classes. Parce que ça, c'est quand même un peu aussi un argument massu qu'on entend parfois. Bon, il n'y a plus de lutte des classes aujourd'hui parce que, regardez la France, il n'y a plus d'ouvriers, donc il n'y a plus de classe ouvrière, ce qui par ailleurs est faux, mais c'est quelque chose qu'on entend également. Et je pense que ce qui est assez fascinant, c'est que si on regarde ce qu'écrit Marx en 1848 dans le manifeste du Parti communiste avec Engels, on s'aperçoit qu'il décrit une logique de polarisation de la société capitaliste en deux grandes classes, la bourgeoisie, le prolétariat, mais que, si on en reste même, disons, aux pays d'Europe occidentale, pour la situation de 1848, on est assez loin encore de cette logique avec deux, disons, de polarisation, avec deux grands pôles, deux grandes classes, ce qui serait la bourgeoisie et le prolétariat. En revanche, si on considère que le prolétariat, c'est d'abord les gens qui vendent leur force de travail pour vivre, on est dans la situation d'aujourd'hui avec un salariat beaucoup plus important qu'au milieu du 19e siècle. Peut-être, finalement, il y a la possibilité de lire le manifeste du Parti communiste, non pas comme un texte périmé, très ancré dans le 19e siècle, mais plutôt comme une sorte de texte d'anticipation d'une logique qui ne s'est développée qui n'a montré toute son ampleur que des décennies après la mort de Marx. Et ça, c'est quand même assez fascinant. Peut-être une dernière chose, parce que c'est quand même un point important, et je dirais que c'est un des grands apports de la recherche très récente sur Marx. C'est la question de la problématique écologique. Parce que y a
chez Marx, et ça a été, ça apparaît de plus en plus dans la recherche aujourd'hui, aussi bien dans le Capital que dans un certain nombre de brouillons, il y a un intérêt pour la problématique de la destruction de la nature par la logique capitaliste. Il y a cette phrase célèbre hein, du Capital qui dit que le capital précisément épuise deux choses, hein, la terre et le travailleur. Et ça, c'est, je pense, quelque chose d'intéressant. On a pu voir justement dans les textes de Marx ces dernières années une analyse du métabolisme entre l'être humain et la nature et comment le capitalisme introduisait, et ça les textes où Marx s'intéresse par exemple aux nouveautés à l'époque au XIXe siècle de la chimie agricole le montre, comment le capitalisme peut introduire une rupture dans ce métabolisme entre l'être humain et la nature, avec la question qui occupe Marx au milieu du XIXe siècle, de l'épuisement des sols, de la déforestation, des problématiques très concrètes. Et ça, je pense que on gagnerait aussi à le mettre en avant aujourd'hui, dans la mesure où apparaît de plus en plus clairement cette double crise, hein, qui est une crise du capitalisme et qui est une crise climatique, environnementale, hein, qui est la crise écologique. Et ça, je pense que ces deux choses peuvent être aussi mises en avant comme étant un des points importants de l'actualité. Il ne parle pas de de l'épuisement Marx. des ressources. Si, Si, il y a pas. si, il en parle. Alors, Donc c'est pas dominant. Même dans la vie. C'est pas dominant, c'est pas... disons que la problématique se pose évidemment pas de manière aussi frappante qu'elle se pose aujourd'hui. Mais on ne peut pas, je dirais, lui en tenir rigueur. Écrit au milieu du XIXe siècle. En revanche, alors, il n'emploie pas, par exemple, le terme d'écologie. Parce que, voilà, ça c'est évident. En revanche, ce qu'il entrevoit déjà, et ça, il s'y intéresse à partir justement des évolutions de l'agriculture notamment, et aussi des évolutions de l'industrie et du rôle, alors, notamment sur les problématiques de l'industrie extractive, mais aussi sur le rôle de l'introduction des machines dans l'agriculture, par exemple. Sur cette question-là, il entrevoit déjà les ravages que cela peut produire. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a des choses à récupérer. Et surtout, il fait le lien entre la logique capitaliste et cette problématique-là. Et les deux choses ne sont pas liées, ne sont pas déliées, justement. Elles sont liées chez lui. Et ça, je pense que c'est un point important. Voilà, Des questions. Je sens que vous êtes impatient, non pas de partir, mais de poser des questions. C'est bien ça, j'ai bien compris. Bon, alors, oui. Attends, il y a un ordre, je prends des notes, inscrivez-vous. Moi, c'est juste une petite réflexion que je me fais dans le texte de Wardine. Il dit travailleurs de tout pays, unissez-vous, mais c'est pas prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Et quelle est En la manifeste. différence? Alors, Parce que moi, pour moi- tu veux qu'on prenne plusieurs On va questions prendre plusieurs Ah, questions. d'accord. ou c'est quoi que tu veux? C'est noté. Je termine juste parce que pour moi, à la lumière de ce que tu disais tout à l'heure, le terme de prolétaire est très particulier, qui nous permet de faire aussi une distinction avec la classe ouvrière, etc. Pour moi, le terme de prolétaire est aussi quelque chose qui est important de nos jours à mettre en place. Bien. Je voulais dire un peu la même chose, à savoir que, je veux dire, c'est dommage, aujourd'hui on utilise même dans les partis qui devraient l'utiliser politiquement, un terme de prolétaire ou très peu, quoi, parce que, et c'est vraiment dommage, parce que quelle meilleure définition du mec ou de la nana qui n'a que son boulot pour vivre, quoi, je veux dire, et effectivement, ça évite de s'embourber avec la classe ouvrière, qui existe encore, quoi, qu'on essaie de nous faire croire, hein, et qui existe aussi de façon surexploitée en Chine, en Inde, et de pratiquer tous les pays. Je veux dire, voilà, bon, pour ça. Et aussi, bah, justement, puisqu'on est sur la Chine, là, et tout, je veux dire, un des concepts marxistes ou marxiens, ou je ne sais pas comment dire, c'est prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Et la rhétorique et les idées internationalistes, aujourd'hui, on a l'impression qu'elles n'existent plus. Qu'elles n'existent plus. À savoir, je me sens plus proche du polo chinois qui en chie que
de mon voisin qui a du pognon, quoi. Je veux dire, c'est clair. Et on devrait quelque part travailler cette idée, quoi. Je veux dire, ça me semble indispensable. Bien. Encore, Est-ce qu'il y ça a, va lui compliquer la vie un pardon, peu. est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté péjoratif, un sens péjoratif dans le mot de prolétaire? Vous voyez, dans l'idée, hein, vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais, mais un prolétaire, Un prolo. un prolo, ouais, c'est vraiment quelque chose de pas important, alors que, à mon avis, moi, c'est la base, quoi. Encore, non. Il peut emmagasiner, hein, c'est bon. Hein. Je crois. Bonne question. Ça peut être autre chose. Hein. Oui. Vous enseignez, je voulais savoir comment les jeunes, la génération que vous allez former, comment elle réagit, comment elle prend les idées de Marx dans le contexte de la société. L'hébreu. Bon. C'est les bonnes aussi. Alors, il y a trois choses. Alors, peut-être, parce qu'il y a, en fait, il y a la question sur prolétaire, travailleur, classe ouvrière. En fait, elle rejoint, enfin, les trois remarques se rejoignent un petit peu. Alors, c'est une question, évidemment, qui est massive, parce que c'est l'action du sujet révolutionnaire aussi du XXIe siècle. Je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a un problème qui est celui de définir, du point de vue conceptuel, quelque chose de rigoureux sur ce terrain-là. C'est-à-dire de dire, bon, qu'est-ce qu'entend Marx quand il emploie que ce soit prolétaire, que ce soit travailleur, que ce soit classe ouvrière? Parce qu'en réalité, dans les textes de Marx, ça veut dire à peu près la même chose. Sachant que sur classe ouvrière, juste une petite précision, on a un problème qui est un problème aussi de langue, c'est qu'en français, le mot classe ouvrière a une connotation, et ça s'est aussi construit à travers l'histoire. La classe ouvrière, elle fait référence plus précisément aux ouvriers de l'industrie, souvent même de la grande industrie, très concentrés, les grandes zones industrielles de concentration ouvrière. Et puis on a un imaginaire qui est autour de ça, plutôt l'ouvrier en bleu de travail des usines automobiles, style les usines Peugeot à Sochaux-Montbéliard ou Renault à Billancourt, enfin vous voyez ce que je veux dire. En allemand, le terme dit Arbeiterklasse, ça, littéralement, on pourrait aussi le traduire par la classe des travailleurs. Le mot, il n'y a pas de spécification, disons, sur une corporation ou un secteur particulier de la production qui serait la production industrielle de manière plus spécifique. Parce qu'en fait, ce que vise Marx, lorsqu'il parle de la classe ouvrière ou du prolétariat ou des travailleurs, en l'occurrence, c'est pas un type de métier, un type d'activité particulier. C'est une position dans des rapports de production, qui sont des rapports d'exploitation, fondés sur le fait que bien le travailleur, le prolétaire, ce qu'on veut, l'ouvrier, vend sa force de travail, et que le capitaliste ne travaille pas. Le capitaliste, c'est celui qui tire profit de l'exploitation de cette force de travail. Donc, qui fait travailler le travailleur, ouvrier, / salarié, si vous voulez, une partie de son temps gratuitement pour lui, pour faire du profit. Donc ça, je dirais, ça c'est le problème conceptuel. Une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, parce qu'on peut s'être mis d'accord là-dessus, ça ne résout pas le problème de savoir quel est le terme qu'il faut utiliser politiquement pour que ce soit mobilisateur. Et c'est là qu'on a une autre difficulté, je dirais. C'est que, effectivement, le terme de prolétaire, il est juste d'un point de vue théorique. Mais qui se reconnaît aujourd'hui, en France, dans le terme de prolétaire? Qui se dit, moi, je suis un prolétaire et je vais me mobiliser politiquement en tant que prolétaire? C'est pas la même question. Et je dirais que là, on a affaire à quelque chose qui est difficile. Moi, je n'ai pas de réponse miracle à cette question. Mais il faut qu'on redéfinisse, qu'on travaille à redéfinir le sujet de classe, le sujet révolutionnaire de notre temps. Moi, je ne suis pas sûr que le terme de prolétaire, je pense que le terme de prolétaire, après, ça, je suis ouvert aux objections, mais je pense effectivement qu'il peine aujourd'hui à être un terme, enfin, c'est pas un terme aujourd'hui dont les gens ont vraiment envie de se réclamer, peut-être et sans doute à tort,
mais parce que le terme de prolétaire, s'il a pu être mobilisateur pendant une période, c'est aussi, à mon avis, parce qu'il était associé une certaine fierté, qui était la fierté ouvrière, aussi une certaine conscience d'une force qui était liée à la force du mouvement syndical, à la capacité à remporter des conquêtes. Voilà. Donc je pense qu'il y avait tout ça qui pouvait faire peut-être du terme prolétaire un signifiant positif, valorisant. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, le terme prolétaire est plutôt associé à une forme de misérabilisme dans l'imaginaire collectif. Et de ce point de vue-là... Au sous-prolétariat, en fait. Au Non. lupen-prolétariat. Oui. Oui, peut-être, ou au paupérisme, ou à ce qu'on veut, mais en tout cas, je pense que peu de salariés aujourd'hui se lèvent le matin en disant « je suis un prolétaire ». C'est ça, à mon avis, le problème qu'on a. Alors, salarié pose d'autres difficultés. Je pense qu'il est intéressant sur tout un tas d'aspects, parce qu'il permet de casser peut-être aussi la dimension, justement, seuls les salariés d'exécution, les ouvriers de l'industrie se reconnaîtraient dedans. Dans salarié, c'est plus large. Donc, ça dit peut-être davantage un groupe majoritaire de ce point de vue-là. Ça, c'est intéressant aussi. Mais on a ces nouvelles formes d'exploitation, je pense à l'ubérisation, des choses comme ça, qui n'entrent pas là-dedans non plus. Donc, à mon avis, il faut qu'on soit en capacité aussi d'avoir une certaine souplesse, peut-être, sur ce terrain-là, pour essayer de trouver un terme. Alors il y a des termes comme classe des travailleurs, classe du travail, qui sont des termes peut-être intéressants. Parce qu'après, le problème de travailleurs aussi, c'est que dans l'imaginaire collectif, parce que ça a été aussi une construction politique, il est souvent opposé maintenant à chômeur, alors que c'était pas du tout l'esprit dans lequel Marx, par exemple, l'utilisait, puisque les chômeurs, ça fait partie des travailleurs, c'est une armée de réserve pour le capital, mais c'est pas, effectivement, de ce point de vue-là, construit dans l'opposition avec travailleurs. J'essaye d'être rapide, peut-être sur les deux autres points. Question internationaliste. Ça, effectivement, c'est une question tout à fait fondamentale, parce que je pense que c'est la grande constante de tous les combats de Marx, c'est le combat internationaliste. Et de ce point de vue-là, il suffit de penser à ce qui est évoqué d'ailleurs à un moment donné dans la pièce de Wardine, c'est la fondation de l'Association internationale des travailleurs, qui avait vocation à coordonner de la manière la plus large possible l'action des ouvriers, des travailleurs, au niveau international. Alors, c'était surtout à l'échelle européenne, mais pas que. Déjà, il y avait des tentatives pour s'étendre au-delà. Et avec l'idée que le risque des guerres, et ça, je pense qu'on l'entend bien dans la pièce, ça c'est revenu à plusieurs reprises, est un risque vraiment central, et et que la bataille pour la paix, de ce point de vue-là, est une bataille tout à fait centrale. Alors, je termine peut-être sur la dernière question, sur, je dirais, comment les étudiants peuvent réagir à ça. Alors, il est un peu difficile d'y répondre pour deux raisons. La première, c'est que je ne fais pas que des cours sur Marx. Je fais parfois des cours sur Marx, mais je fais aussi des cours de philosophie qui portent sur d'autres sujets. La deuxième, c'est que il y a deux rapports possibles à Marx. C'est-à-dire que quand on fait des cours de philosophie sur Marx, il y a une dimension qui est une dimension plus académique, plus théorique, et donc avec des étudiants qui peuvent éventuellement aussi voir Marx presque comme un auteur comme un autre, à côté de Platon, d'Aristote, de Descartes, de Spinoza, ce que vous voulez. Il y a, en revanche, et ça c'est, je pense, l'élément important peut-être à souligner, il y a dans la dernière période, notamment ces 10 dernières années, il y a eu un clair regain d'intérêt pour la pensée de Marx dans les universités, pas seulement dans les universités françaises, les universités américaines, c'est très marqué, dans les universités allemandes également, avec une volonté de la part des étudiants de différentes disciplines, surtout en sciences humaines, mais pas seulement, philosophie, en économie, sociologie, en histoire, de se réapproprier cette pensée. Du coup, il y a eu beaucoup
d'établissements universitaires qui ont connu la création de séminaires d'étudiants, par exemple, pour lire ensemble le Capital. C'est des choses qui se sont développées et qui montrent qu'il y a un véritable regain d'intérêt de ce point de vue-là pour la pensée de Marx. Parce que les gens te posent des questions. Oui, et notamment les jeunes. Et ça, je ferai peut-être le lien d'ailleurs très, très rapide. Il y a eu un rapport commandé par la Fondation Gabriel Péri à fin 2017, justement, qui essayait une enquête qui essayait d'évaluer la manière dont était perçue dans la société française aujourd'hui les idées communistes, le marxisme. Donc il y a tout un tas de termes qui étaient mis qui étaient proposés à des panels représentatifs. Et ce qui est très net, c'est que au niveau de la tranche d'âge, disons, la plus jeune, il y a un intérêt très vif. Et les idées de Marx et les idées communistes ne sont pas associées, chez cette génération-là, notamment les moins de 25 ans, je crois, sauf erreur de ma part, sont moins associées, disons, au passé et à l'échec, disons, du modèle soviétique, que dans les générations un peu plus âgées. Et je pense que ça témoigne aussi d'un changement un peu de paradigme qui est que la génération qui est née après la chute du mur de Berlin, qui n'a jamais connu cette situation-là, peut aussi se pencher sur Marx, sur ces problématiques-là, avec un regard neuf. Et je pense que ça, c'est très intéressant. Alors, il y a une question qui m'est venue en écoutant parler d'internationalisme, qui va faire d'ailleurs un lien avec l'UMA. Là, ça va te demander du boulot aussi. Jaurès donc, et Marx. Alors, pas 3 heures, pas 3 heures, parce que je pense qu'on peut y passer longtemps. Oui, non. Alors, Jaurès et Marx. Alors, c'est une question un peu difficile. En plus, moi, je ne suis pas vraiment spécialiste de Jaurès, donc je parle, voilà, il faudra les spécialistes de Jaurès me corrigeront, mais alors, il y a chez Jaurès une volonté de prendre appui sur la pensée de Marx, qui est assez marquée, parce que Jaurès était quelqu'un qui avait une formation de philosophe et qui, évidemment, s'est approprié le corpus des œuvres de Marx. Il a essayé de le faire d'une manière novatrice, disons, justement avec un rapport qui était un rapport assez qui n'était pas un rapport dogmatique, disons, à sa pensée, en introduisant notamment la question de la République comme une question centrale de ce point de vue-là. Et il y a un concept qui a été qui est mis en avant de manière, qui à mon avis est un concept très intéressant, qui est celui d'évolution révolutionnaire. Ça a été assez bien montré. Bon, là, je parle vraiment en me référant aux travaux de quelqu'un qui, pour le coup, connaît beaucoup mieux Jaurès que moi, qui est Jean-Paul Scott, qui a mis en avant l'importance de ce concept d'évolution révolutionnaire et même de réformisme révolutionnaire qu'on trouve chez Jaurès et qui permet de penser, disons, une autre voie que celle de l'opposition un peu abstraite entre réforme et révolution. Et je pense que ça, c'est très intéressant pour nous. Alors, qui est quelque chose qui, finalement, ne naît pas de nulle part. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, dans les derniers textes d'Engels, notamment son introduction de 1895 aux luttes de classe en France, qu'Engels cherche déjà à penser à la fin de sa vie, parce qu'il voit aussi à la fois la naissance d'un parti de masse en Allemagne, qui est le SPD à l'époque,
qu'il voit que le rôle des parlements et le rôle que les organisations ouvrières peuvent jouer disons, sur le terrain parlementaire devient un rôle qui est tout à fait central. Et de ce point de vue-là, il essaye de penser un autre modèle pour la voie révolutionnaire que celui des journées révolutionnaires du 19e siècle, telles qu'on a pu les penser, que ce soit il y a le modèle de 1848 qui est assez présent, le modèle des révolutions sur les barricades, parce que c'est quelque chose que Marx et Engels ont vécu comme une expérience fondatrice. Et la Commune. Et la Commune de Paris, alors ça on pourra y revenir, c'est un peu une question encore différente, parce que ça inclut tout un tas de problématiques spécifiques. Alors je pense qu'il y a cet élément-là dans la pensée de Jaurès, qui est, je pense, un élément très intéressant, qui est l'idée que la succession de réformes qui ne sont pas simplement des mesurettes, qui sont des réformes qui battent en brèche, en profondeur, la logique capitaliste, peuvent être pensées comme révolutionnaires. Et ça, je pense que c'est un apport qui est très développé chez lui. Alors après, il y aurait d'autres choses que le rapport de Jaurès à Marx. On pourrait dire que ça engage aussi la question du rapport de Jaurès aux autres gens qui se réclament du marxisme à l'époque. Je pense qu'il y a évidemment la polémique avec Jules Guesde, qui est le fameux discours des deux méthodes. Donc ça, c'est aussi quelque chose dont on pourrait discuter, avec une vision plus orthodoxe, disons, chez Guesde, et quelque chose d'un peu différent chez Jaurès. Voilà. Mais bon, il y a des choses, en tout cas très intéressantes sans doute, dans ce dialogue-là, qui à mon avis est un dialogue extrêmement fécond. Bien, alors, vous avez le droit de dire qu'on arrête. J'avais une question, je vais la poser tout à l'heure, je ne sais pas si c'est une question d'ailleurs. Moi, il me semble que des mots comme prolétariat, marxiste et je veux dire tout un vocabulaire, ils ont été ringardisés par la classe dominante. On est d'accord là-dessus. Et donc, moi, je trouve que ces mots-là, surtout le mot prolétariat, pourquoi? Parce qu'il dit simplement des choses. Quelqu'un qui n'a que sa force de travail pour vivre, c'est un prolo. C'est clair. Eh bien, on devrait non pas les abandonner pour s'adapter à, mais plutôt les revendiquer. Non, mais après, j'ai pas de désaccord de fond avec cette idée-là. C'est-à-dire sur l'idée que le terme est un terme qui est juste sur le plan théorique. Le risque, et ça c'est à mon avis pour le coup aussi quelque chose qui a été une préoccupation de Marx tout au long de sa vie, c'est que le communisme ne se construit pas sans lien avec le mouvement de masse, précisément de la classe ouvrière. Donc il faut, à un moment donné, se demander, en tout cas, comment la pénétration de ces concepts-là peut se faire de manière massive aujourd'hui. Et je pense que là, il y a matière à discussion. Je pense que le risque, c'est d'avoir un discours qui serait théoriquement juste, mais qui serait coupé de la pratique du plus grand nombre. Et ça, je pense que c'est un peu l'enjeu qu'on doit affronter aujourd'hui. Après, encore une fois, moi je suis pas sur des positions forcément arrêtées sur cette question-là. Mais j'ai tendance à penser qu'il faut aussi qu'on forge des concepts nouveaux. Ça, c'était pour le coup une idée de... Il est toujours actuel. C'est vrai, mais Marx disait aussi, au début du 18 Brumaire de Louis Bonaparte, que à l'époque, il disait la révolution du 19e siècle, parce qu'il pensait par rapport à la Révolution française. Il disait, l'un des échecs de la Révolution de 1848, ça a été de mimer et de reprendre un peu abstraitement, sans l'adapter au contexte nouveau, les pratiques, les images, les concepts de la Révolution française de 1789 à 1793. Il disait que la Révolution moderne devait tirer sa poésie, il disait, non pas du passé, mais de l'avenir. Et je pense qu'il appelait, de ce point de vue-là, à une forme d'invention théorique et historique.
Et je pense que, pour le coup, si on doit donner au marxisme un sens critique, actuel, et pas tourné vers le passé, il faut aussi que le marxisme soit capable de se forger des armes théoriques qui soient à la hauteur des enjeux et qui soient en mesure de répondre aux problématiques qui sont celles du XXIe siècle. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on soit ouvert aussi sur ces questions-là. Ça peut être une bonne fin. Oui. Merci à Jean Quétier d'être venu d'aussi loin dans notre mairie, c'est très sympa. Vous avez tout mesuré ses connaissances et son talent, c'est bien. Il peut aussi l'exercer, je pense, en signant, on ne s'est pas consulté, son livre Découvrir Marx. Vous avez compris l'intérêt de l'acheter. Ah oui, Georges, il me dit 9 €. Hein. Tout de suite, là, ça répond. Ah ben il a raison, 9 €. c'est là Vraiment, qu'il merci à lui. On a vraiment eu un cours de faculté, là, Ouais, très ouais, bien. Sans payer, à part les 9 € peut-être pour le livre à la sortie. Michel qui nous a fait un numéro exceptionnel comme il sait faire. Merci à vous tous. Donc, Découvrir Marx. L'UMA, si vous voulez vous abonner ou faire quelque chose pour l'UMA, vous pouvez le faire. Si vous ne voulez pas vous abonner, vous pouvez toujours l'acheter tous les jours. Voilà. Il y a un endroit où moi je le trouve parce que je ne suis pas abonné, donc c'est à la gare. Donc n'y allez pas tous parce qu'il n'y en aura plus. Vous pouvez y aller un jour sur deux et puis ça peut s'améliorer après. En tout cas, merci à vous tous et à vous toutes. Merci. Merci, surtout qu'en plus il est tout mignon. Il a l'air d'un gamin en plus. C'est vrai, c'était des questions. Et la pièce d'Howard Zinn dans son intégralité, parce que Michel il a un peu caviardé des trucs ici et là, donc dans son intégralité c'est 8,50 €, la pièce d'Howard Zinn. Alors, non, mais Marx, c'était pas quelqu'un qui a pensé la nature humaine de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il cherchait pas il a toujours cherché à historiciser le genre humain, c'est-à-dire qu'il a cherché à montrer que le genre humain évoluait au cours de l'histoire, à partir des institutions, des modes de production, des idées. C'est ça que m'a prêté Roland, c'est la même veste, sauf que au niveau tu vois, il faut avoir un meilleur. Non, non, vers Roland, donc là c'est bien parce que autrement, effectivement, moins peut-être un peu Ils sont finalement intéressés. L'égoïsme, par exemple, il est c'est super gentil. Ça aurait pu être beaucoup plus long. Tu enregistres le son indépendamment et tu fais le montage après? Je fais les deux parce que...